Je m'appelle Maureen Ayamed. Je n'aurais jamais pensé raconter cette histoire à qui que ce soit. Mais son poids me bouleverse. Ce que vous allez entendre n'est ni une fiction, ni un ragot, ni une confession faite à la légère. C'est simplement ma vérité. Voici mon histoire. Mon mari me verse des millions chaque année pour que je pleure sur son corps vivant, allongé dans son cercueil. Mais cette année, quelque chose a terriblement mal tourné. La première fois que le chef Adio a apporté le cercueil dans notre salon à Banana Island, je me suis évanouie. J'ai cru à une plaisanterie, ou peut-être qu'il avait rejoint l'une de ces sectes étranges contre lesquelles ma mère m'avait toujours mise en garde. Mais Ademu était calme, trop calme. Il m'a fait asseoir, m'a pris les mains et m'a tout expliqué comme s'il s'agissait d'un simple renouvellement de permis de conduire. « Chérie, ce n'est qu'un renouvellement », a-t-il dit. Sa voix était douce comme du velours. « Chaque année, je dois mourir pour que notre fortune continue. Tu pleureras pour moi. Du 10 à 18h au 11 à 18h, c'est tout. Je me réveillerai ensuite, et le contrat pour l'année suivante sera signé. » J'avais envie de m'enfuir, de faire mes valises et de courir chez mes parents sans me retourner. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Soudain, mon téléphone vibra. Crédit important. 5 millions de Naira pour votre stress. Il sourit. L'argent a le don de faire taire la conscience, surtout chez les gens ordinaires. Alors j'acceptais. Pendant 4 ans, nous avons suivi ce rituel. Chaque 10 décembre, le chauffeur, Sunday, apportait un cercueil en acajou brillant. Mon mari se lavait au savon noir, enfilait une cape blanche immaculée et s'y glissait comme dans un lit. Je m'asseyais par terre, vêtue de noir et de perles. Je pleurais à chaudes larmes. Je criais son nom. Je jouais parfaitement le rôle de la veuve éplorée. Et le lendemain, à 18h précises, Ademu se redressait, éternuait 3 fois et ressortait du cercueil, l'air plus jeune, plus frais, plus riche. Mais ce 10 décembre 2024 fut différent. Le rituel commença comme d'habitude, à 18h précises, et je pris place près du cercueil. Je me mis à pleurer. La maison était silencieuse, hormis le bourdonnement de la climatisation et mes sanglots étouffés. Vers le milieu de la nuit, l'épuisement me rattrapa. J'avais la gorge sèche. La tête me tournait. Je suis allée à la cuisine boire de l'eau. À mon retour, l'atmosphère n'avait pas changé. Il avait les yeux fermés, les mains jointes sur la poitrine, mais sa peau paraissait étrange, trop grise. J'ai touché sa main. Elle était froide. « Chérie », ai-je murmuré d'une voix tremblante, « il vaut mieux que j'arrête ce jeu. » C'est effrayant. Il n'a pas bougé. J'ai vérifié son poignet. Rien. J'ai collé mon oreille près de son nez. Aucune respiration. La peur m'a serré la gorge. Je l'ai secoué violemment. « Ademu, s'il te plaît. » Rien. J'ai regardé l'heure. Il était encore trop tôt. Il lui restait de longues heures. Je me suis convaincue que cela faisait partie de la transe profonde. Peut-être que le rituel de cette année était plus puissant. Peut-être que c'était normal. Assise là, tremblante, je fixais l'horloge. Tic, tac, tic. L'heure fatidique arriva. Je me suis levée en m'essuyant le visage, attendant. Attendant qu'il se redresse et me demande son maltina, comme d'habitude. Le silence. Encore du silence. Puis plus rien. Alors j'ai commencé à hurler pour de vrai. Je l'ai secoué. Je l'ai giflé. Je lui ai versé de l'eau dessus. Mon mari était raide, froid comme la pierre. Les doigts tremblants, j'ai composé le numéro du Baba Abadri. Le numéro qu'Ademu m'avait dit de n'appeler qu'en cas d'urgence. Il a décroché à la première sonnerie. « Madame, avez-vous cessé de pleurer? Avez-vous quitté les lieux? Je suis allé boire de l'eau, ai-je balbutié. L'homme a hurlé. Vous avez brisé le cercle. Vous avez quitté le rituel. L'esprit de la mort est venu vérifier. Il n'a trouvé aucun argent, et il a emporté l'âme pour de bon. Réparez, je vous en supplie. Ai-je crié. J'ai de l'argent. Il n'y a rien à réparer. La communication fut coupée. À présent, je suis seule dans cette immense maison. Mon mari repose dans son cercueil, au milieu du salon. Il est vraiment parti. Le pire, c'est que son téléphone vient de vibrer près de moi. Alerte de crédit. Un règlement colossal pour les contrats de l'année suivante. L'argent est arrivé. Mais son propriétaire est mort.
Si j'appelle la police, comment expliquer que mon mari soit habillé pour son enterrement, allongé dans un cercueil au milieu de notre salon? Ils diront que je l'ai sacrifié lors de rituels. Si j'appelle sa famille, ils me tueront. J'ai pensé à l'abri du jardin. Devrais-je l'y enterrer et faire croire qu'il est parti à l'étranger, ou devrais-je simplement me rendre? Plus tard, l'odeur devint impossible à ignorer. Ce n'était plus la légère puanteur que j'avais perçue plus tôt. C'était différent. Elle s'accrochait à l'air, épaisse comme de l'huile, me remontant au fond de la gorge. Une odeur qui ne se contente pas d'annoncer la mort, mais qui la confirme. Et le plus terrifiant, c'est qu'elle empirait sans cesse. La climatisation centrale fonctionnait toujours, sans aucun effet. J'ai plaqué ma main contre ma bouche, luttant contre l'envie de vomir. C'est à cet instant que j'ai compris que je devais agir. Je me suis glissée discrètement à l'extérieur de l'enceinte, le cœur battant si fort que j'étais certaine que tout le domaine pouvait l'entendre. Je me suis arrêtée un instant, scrutant l'obscurité. Mon regard s'est posé sur le poste de sécurité près du portail. Baba n'était pas là. Où avait-il bien pu aller cette nuit-là? Aucun bruit de pas. Aucune radio. Aucun mouvement. Sans perdre une seconde, je suis rentrée en courant. Mes mains tremblaient lorsque j'ai atteint le cercueil. Je me forçais à ne pas regarder le visage d'Adamou. J'ai saisi le gant blanc plié à proximité et l'ai enveloppé rapidement et étroitement, le recouvrant entièrement. L'odeur s'intensifia tandis que je le déplaçais, me faisant pleurer. De toutes mes forces, je l'ai soulevé hors du cercueil. Son corps était plus lourd que je ne l'avais imaginé, un véritable poids mort. Je le traînais sur le sol de marbre, centimètre par centimètre, grimaçant au moindre bruit. Je m'arrêtais souvent, retenant mon souffle, tendant l'oreille. Mais rien. Lorsque j'ouvris lentement la porte et le tirai dans la cour, prenant soin de rester dans l'ombre, mes bras me brûlaient. La sueur trempait mes vêtements. Mon cœur battait à tout rompre lorsque j'atteignis la voiture. J'ouvris le coffre. D'une dernière poussée, je parvins à y faire glisser le corps. Mais au moment précis où je refermais le coffre, une voix retentit derrière moi. « Madame, j'espère que tout va bien ?» Hein? Mon sang se glaça. Je me retournai lentement et aperçus Baba à quelques pas, sa lampe torche pendante négligemment dans la main. « Oh Baba !» dis-je trop vite, en forçant un sourire que je ne ressentais pas. « Ce n'est rien. Je vais bientôt sortir. Je suis juste venu déposer quelque chose. » Il hocha la tête avec innocence. « Oh, je vois. Aucun problème, madame. Je me suis écarté au cas où vous auriez besoin de moi. » Puis il se retourna et regagna son poste. En un éclair, je courus à l'intérieur de la maison, claquai la porte et m'y adossai, haletante, la poitrine se soulevant et s'abaissant de façon incontrôlable. M'avait-il vu? Avait-il senti quelque chose? Mais il ne posa aucune question. Mon Dieu. Je me changeai à la hâte, enfilant des vêtements simples, faciles à porter. Je pris une pelle derrière la maison, puis retournai aussitôt à la voiture. Il ne s'agissait plus de peur. Il s'agissait de survivre. Je quittai le domaine sans me retourner. Les grilles s'ouvrirent sans poser de questions, sans attendre, et je les franchis comme un fantôme, les mains crispées sur le volant, les yeux rivés droit devant moi. Une fois sur la route, mes pensées se dispersèrent. L'image du pont menant au continent traversa mon esprit. Je ne pouvais pas m'arrêter. Ouvrir le coffre. Le jeter dans l'eau sombre en contrebas. Un violent mal de tête me vrillait le crâne. Je ne savais même plus où j'allais. Je conduisais, simplement. Soudain, mon téléphone vibra. Le sursaut me ramena brutalement à la réalité. Une notification apparut. Je ne la lus pas. Je m'en fichais. À cet instant, une seule chose comptait. Me débarrasser du corps avant qu'on ne me repère. J'ai quitté brusquement la route principale et m'engager vers un bosquet, ce genre d'endroit que l'on évite la nuit. Les lampadaires y diffusaient une lumière vacillante, presque mourante. L'obscurité engloutissait la voiture tandis que les branches griffaient les portières. J'ai continué à avancer jusqu'à ce que la piste ne mène plus nulle part. Je me suis arrêté. Je suis descendu, j'ai ouvert le coffre, et l'odeur m'a frappé de plein fouet. Je l'ai tiré hors de la voiture et traîné plus profondément dans le bosquet. Des épines me lacéraient les jambes. La soudre bruyait ma vision. Mes muscles criaient leur douleur, mais je continuais, encore et encore, jusqu'à ce que mes forces m'abandonnent. Là, à ciel ouvert, j'ai commencé à creuser. La pelle s'enfonçait sans relâche dans la terre meuble. Mes mains se couvrirent d'ampoules.
La sueur ruisselait sur mon visage. J'ai creusé jusqu'à ce que mes bras tremblent, puis j'ai poussé le corps de mon mari dans le trou. Je l'ai recouvert à la hâte, jetant frénétiquement la terre par-dessus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à voir. À l'aube, je suis retournée en titubant jusqu'à la voiture et me suis effondrée sur le siège conducteur, haletante, le regard vide. Et maintenant, je suis restée là un moment, à respirer difficilement, tremblante, pensant au lendemain, aux mensonges que je devrais raconter. Puis j'ai démarré. J'ai quitté la brousse et me suis dirigée droit vers un hôtel. Au matin, il fallait que j'aie l'air normal. À mon arrivée, j'ai réservé une chambre. La réceptionniste me fixait. Trop longtemps. Trop intensément. Comme si elle observait quelqu'un qui sortait tout juste d'une tombe. Frisson me parcourut. Vous allez me donner une chambre ou non? Ai-je lâché, sur la défensive? Elle sursauta, pianota nerveusement sur son clavier, puis fit glisser la clé sur le comptoir. Dès que j'entrai dans la chambre, je me dirigeai droit vers la salle de bain. J'ouvris le robinet de la douche et restai sous l'eau, frottant ma peau comme si je pouvais effacer l'odeur et la culpabilité. L'eau devint froide avant que je n'aie fini. Peu m'importait. Une fois lavée, je me laissai tomber sur le lit et m'endormis aussitôt. Pendant ce temps, dans le manoir des Ayamed, derrière une porte que personne n'avait jamais osé remettre en question, se trouvait une pièce où aucun être vivant n'était censé pénétrer, hormis un membre de la confrérie. La pièce était dépourvue de fenêtres, ses murs couverts de sculptures et d'anciennes amulettes. En son centre se dressait un gigantesque miroir, antique et imposant. Son cadre était sculpté de symboles anciens, des signes qui semblaient se métamorphoser dès qu'on les observait trop longtemps. Le miroir commença par vibrer lentement. Puis, brutalement, une douleur profonde envahit la pièce tandis que le verre ondulait comme une surface d'eau troublée. Un à un, 5 hommes en émergèrent, les pieds légèrement suspendus au-dessus du sol de marbre, comme s'ils franchissaient le seuil d'un autre monde. Ils étaient grands, identiques, silencieux. Chacun portait une cape rouge à capuche qui dissimulait entièrement son visage. Aucun ne prononça un mot. Ils traversèrent le mur épais comme s'il n'était que fumée, puis se dirigèrent droit vers le salon, là où devait se trouver le cercueil. Mais en arrivant, ils s'immobilisèrent. Le cercueil était ouvert. Et vide. Un instant, les 5 silhouettes restèrent figées. Puis la pièce explosa de rage. Un hurlement furieux, inhumain, déchira l'air, fit vibrer les vitres et trembler les lustres. Les hommes se retournèrent d'un seul mouvement, leur colère lourde, compacte, violente, comme si on leur avait arraché quelque chose de précieux. En un clin d'œil, ils disparurent. La maison retomba dans le silence. Mais le pacte rompu, lui, ne dormait plus. Il était désormais en chasse. La sonnerie de mon téléphone m'arracha au sommeil. Je me redressai brusquement, le cœur battant à tout rompre. Pendant une fraction de seconde, la lumière inonda la pièce. Je ne compris pas pourquoi. Puis je le vis. Bonjour. Mon regard se posa sur l'horloge. 9 heures. Je gémis, saisis le téléphone et me frottai les yeux encore engourdis. Allô? Allô? Où est le corps? La voix était étrange, déformée. J'éloignai le téléphone de mon oreille et le fixai, m'assurant que le son provenait bien de là. Ma gorge se noa. Quel corps? Demandai. Mais dès que j'entendis son nom, mes yeux me brûlèrent. Je savais exactement qui appelait. Mes mains tremblaient tandis que je laissais tomber le téléphone sur le lit. Ce n'était plus un simple rituel qui avait mal tourné. Quelque chose d'autre nous observait. À cet instant précis, je compris que je devais agir vite. Je repris mon téléphone et appelai Dami, ma meilleure amie. S'il te plaît, Dami, j'ai besoin de ton aide. Apporte-moi des vêtements. Je t'envoie une adresse. Retrouve-moi là-bas. Une fois l'appel terminé, je restai immobile dans la chambre, les yeux rivés sur la porte, tendant l'oreille au moindre bruit dans le couloir. Je n'ai pas mis longtemps à trouver l'hôtel. Dès qu'elle en franchit le seuil, je m'effondrai. Je me jetai dans ses bras et éclatai en sanglots. Toute la peur, la panique, l'épuisement me submergèrent d'un seul coup. Elle me serra fort contre elle, me murmurant que tout irait bien, malgré la tension palpable qui la traversait. Lorsque mes larmes finirent par se tarir, nous nous assîmes sur le lit. Alors je lui racontai tout. Depuis le jour où le cercueil était entré dans la maison, jusqu'au rituel, jusqu'à l'instant où j'avais compris qu'il était vraiment mort. Je lui expliquai comment j'avais paniqué, comment j'avais enterré mon mari les mains tremblantes,
et à quel point j'étais terrifiée désormais. Terrifiée par la maison. Terrifiée à l'idée que quelqu'un, ou quelque chose, vienne me chercher. Dami me fixa longuement en silence, la bouche légèrement entr'ouverte, les yeux écarquillés. Puis elle parla. Maureen. Pourquoi? Dit-elle d'une voix tremblante. Pourquoi t'es-tu laissé devenir un instrument du diable? Je baissai les yeux, honteuse. Tu n'aurais pas dû l'enterrer, poursuivit-elle en secouant lentement la tête. Le mieux que tu puisses faire maintenant, c'est d'informer sa famille. Comment? Répondis-je en sanglotant de nouveau. Ils ne me croiront pas. Ils diront que j'ai tué leur fils et que j'ai inventé cette histoire pour me couvrir. Alors va à la police. Un petit rire brisé m'échappa. Chérie, ce serait du suicide. Dami se leva brusquement. Tu vois? Dit-elle fermement. Je t'ai dit ce que tu devais faire. Maintenant, c'est à toi de jouer. À cet instant, le téléphone vibra. Je baissai les yeux. Un message. Où est le corps? La peur me serra la gorge. Mes mains tremblaient lorsque je montrai l'écran à Dami. Son visage changea aussitôt. Chérie, dit-elle en me saisissant le bras, pas une seconde à perdre. Habille-toi maintenant, avant que ces gens ne viennent te chercher. Les parents d'Adamou vivaient dans un autre état, à seulement quelques heures de route. Pourtant, ce matin-là, le trajet me parut interminable. Yekondoisais. Dami était assise à côté de moi, raide et silencieuse. Nous ne parlions pas, non pas que nous n'ayons rien à nous dire, mais parce que parler nous ralentirait. Les voitures se faisaient plus rares. Les bâtiments laissèrent place aux arbres, puis aux buissons. C'est alors que je l'aperçus. Un SUV noir. Il était derrière nous depuis un moment, mais je ne l'avais réellement remarqué que trop tard. La route se rétrécissait, les buissons se refermaient de chaque côté. Dami, murmurai-je, regarde dans ton rétroviseur. Elle jeta un coup d'œil en arrière. Ils nous poursuivent. Que veulent-ils? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Ils veulent le corps de mon mari. Elle se tourna vers moi, la panique lisible dans ses yeux. Alors pourquoi ne leur dis-tu pas où tu l'as enterré? Non, répondis-je aussitôt. Ce corps est la seule raison pour laquelle je suis encore en vie. Elle me fixa, incrédule. En vie? Dans quel pétrin t'es-tu fourré? Je ne répondis pas. J'appuyai plus fort sur l'accélérateur. Le SUV réagit immédiatement, réduisant la distance entre nous. Son moteur grondait comme une bête lancée à la chasse. Mon cœur battait à tout rompre tandis que la route défilait sous nos yeux. Des arbres. Des buissons. Puis je l'aperçus. Un barrage routier. Je fis un écart brutal et freinai sèchement, braquant vers les agents. Agents, on nous poursuit. C'est un SUV noir. Les policiers se mirent en alerte, scrutant la route derrière nous. Mais il n'y avait rien. Aucun SUV. Seulement un camion avançant lentement au loin. Quel sauve? Demanda l'un d'eux. Dami se tourna vers moi, déconcerté. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que je dormais? Je me frottais les yeux point et il n'y avait rien derrière nous. Pas de SUV noir. Rien du tout. Un instant, je me demandais si je n'avais pas tout imaginé. Si la peur avait fini par me faire perdre la raison. Puis une froide réalisation me glaça. Ces gens étaient en train de me manipuler. Si je n'arrivais pas à temps chez la famille de mon mari, je ne verrais peut-être même pas le lendemain. Nous arrivâmes enfin à leur sinistre propriété. Mon cœur se serra. La maison était vide. Trop vide. Pas de voiture. Pas de voix. Même pas le rire d'un enfant. On aurait dit que tout le monde avait fui. Ou avait été prévenu. Sans perdre une seconde, nous nous précipitâmes à l'intérieur. Dès que je franchis le seuil, je compris que quelque chose n'allait pas. Ma belle-mère était déjà vêtue comme pour un deuil. Ses yeux étaient cernés, comme ceux d'une femme qui avait pleuré bien avant mon arrivée. Elle savait. Maman, murmurai-je en m'approchant. Elle leva brusquement la main pour m'arrêter. Puis elle se tourna vers moi, le regard sévère, perçant, impitoyable. Je me tournai vers Dami. Attends-moi dehors, s'il te plaît. Dami hésita, puis hocha la tête et sortit. Alors ma belle-mère lâcha la bombe qui me brisa le cœur. Tu as fait ce qu'aucune mère n'a jamais fait, dit-elle point mon cœur manqua un battement. Hein? Que veux-tu dire, maman? Qui t'a? Il te l'a dit? Elle se leva et me fixa droit dans les yeux. Tu as tué mon fils. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Non, non, maman, je ne l'ai pas fait. Tu l'as enterré. Elle comprit aussitôt.
Puis ajouta, d'une voix calme, trop calme. Tu n'aurais pas dû faire ça. Une voix de quelqu'un qui parlait d'expérience. C'est alors qu'elle me révéla la vérité. Elle aussi avait été Simona. Des années auparavant, elle avait pleuré son mari lors de ce même rituel. Elle avait pleuré année après année, jusqu'au jour où il ne s'était pas réveillé. Lorsqu'il était finalement mort pour de bon, la malédiction s'était déplacée. Car les malédictions de ce genre ne disparaissent jamais. Elles se transmettent. Elle avait été transmise à son fils, Adamou. Et maintenant, puisqu'Adamou n'avait pas d'enfant, j'aurais dû laisser le corps à ses frères, afin qu'ils viennent le porter. Le vertige me saisit. Quelle était donc cette famille? Comment avais-je pu me retrouver plongé dans un tel cauchemar? Si tu tiens à la vie, dit-elle froidement, déterre-le et remets-le dans le cercueil. J'essayai de m'expliquer. J'essayai de la supplier. Mais elle se détourna et s'éloigna sans un mot. C'est à cet instant que je compris qu'il n'y avait aucun refuge pour moi. Je retournai à la voiture et dis à Dami que nous devions rentrer immédiatement à Lagos. Elle posa des questions, mais je lui répondis que je lui expliquerais plus tard. Nous arrivâmes à Lagos tard dans la nuit et nous installâmes dans un hôtel. Au matin, Dami était partie. Elle avait eu peur, et je la comprenais. Qui n'aurait pas tremblé à sa place? Je me retrouvai seule. Perte oué. Désespérée. Alors je pris une autre décision. Une décision terrible. J'appelai un homme que je connaissais. Un homme mêlé à des affaires louches. Je lui dis ce dont j'avais besoin. Je lui demandai de m'aider à exhumer le corps de mon mari. Il ne posa aucune question. Il parla seulement d'argent. Je le lui transférai aussitôt. Peu après, il me rejoignit devant l'hôtel. Sans un mot, il monta dans la voiture, et nous prîmes la route, droit vers la brousse. Le trajet me parut interminable, lourd, comme si la route elle-même se souvenait de ce que j'avais fait. Arrivé sur place, je le conduisis jusqu'à l'endroit précis où j'avais enterré mon mari. Inutile de chercher. Je connaissais trop bien l'endroit. Il se mit à creuser rapidement, avec une efficacité troublante, comme si ce geste faisait partie de sa routine. En quelques minutes à peine, la tombe peu profonde céda, et le corps d'Adamou refit surface. L'odeur me frappa de plein fouet. Je détournai le regard, le cœur au bord des lèvres. Sans la moindre hésitation, l'homme souleva mon mari et le posa sur son épaule. Il traversa la brousse d'un pas jusqu'à ma voiture. Il ouvrit le coffre. Ensemble, nous y déposâmes le corps. Il ne dit pas un mot. Dès que nous quittâmes la brousse, je le déposai au bord de la route. Il descendit sans se retourner. Je repris la route seule. Je rentrai chez moi quand je les vis. Un barrage de police. Il n'était pas là avant. Faire demi-tour aurait été suspect. Et ma voiture était la seule sur cette route déserte. Je me dis que je pourrais les soudoyer. Peut-être encore la police nigériane. Peut-être que l'argent suffirait. L'agent me demanda d'où je venais. Je répondis que je revenais de voyage. Il observa la voiture, puis fronça les sourcils. Il dit qu'il ne voyait aucun bagage. Yesuris. Je lui expliquai que ce n'était qu'une courte visite dans mon état. Alors il demanda à fouiller le coffre. Yemefigei. Il n'y a rien dedans, dis-je, en forçant un sourire. Je lui ai même proposé de l'argent, mais il a refusé. Deux autres agents s'approchèrent et insistèrent pour que j'ouvre mon coffre. C'est là que j'ai paniqué. En un clin d'œil, je démarrai en trombe. Ils sautèrent dans leur véhicule et se mirent à me poursuivre. Les sirènes hurlaient derrière moi. Les phares clignotaient dans mes rétroviseurs. Mes mains étaient moites de sueur tandis que je serrais le volant. Mon corps tremblait. Yepleurai. Je priais, distinguant à peine la route devant moi. Dans ma panique, je négociais mal un virage. Les pneus dérapèrent sur le gravier. J'essayais de corriger ma trajectoire, mais c'était trop tard. La voiture quitta la route et s'écrasa dans un buisson. Le choc fut violent, puis tout devint noir. Quand j'ouvris les yeux, j'étais à l'hôpital. Brisée, blessée, mais vivante. Des semaines plus tard, je fus libérée, mais immédiatement arrêtée. Et c'est ainsi que j'en suis arrivée là. J'ai peut-être fait de mauvais choix, mais je ne suis pas une meurtrière. J'ai pactisé avec le diable, aveuglée par l'argent. Je suis restée dans un mariage que j'aurais dû fuir. J'ai versé de fausses larmes pour un mal bien réel, et ça a tout détruit. Voici mon histoire, et voici comment j'en suis arrivée là.